nous avons des signes que ça repart quand même un peu. Face à cela, nous devons prévenir et nous préparer. Prévenir, qu'est-ce que c'est? Nous avons appris pendant cette période. Et nous avons appris comment se transmettait ce virus. Mieux qu'au début. La meilleure prévention, ce sont ce qu'on appelle les gestes barrières contre le virus. Les masques, se tenir à distance et le gel hydroalcoolique. Et donc, il faut continuer d'appliquer ces gestes barrières. Là-dessus, on voit des faiblesses. Donc, j'ai demandé à ce qu'on passe une étape au gouvernement. Et je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. On le fait dans les transports, ça marche très bien. Mais c'est un peu erratique dans les lieux publics clos. Les protocoles, par exemple, le restaurant fonctionne très bien, doivent être respectés. Mais dans les magasins, etc. Ça veut dire qu'il faut que les choses s'organisent. On ne va pas le faire du jour au lendemain, mais je recommande à tous nos concitoyens qui nous écoutent de porter le masque au maximum quand ils sont dehors et a fortiori quand ils sont dans un lieu clos. Et on va observer la situation, mais nous mettre en situation de pouvoir, par exemple, à partir du 1er août, le rendre totalement obligatoire. Donc les centres commerciaux dans lesquels, à droite, un magasin est interdit aux personnes non masquées et à côté, à 10 mètres de là, est ouvert aux personnes masquées, c'est terminé le 1er août. C'est le charme de la France. On dit les règles uniformes. C'est quand même la santé publique qui est en jeu. Je suis d'accord, mais pourquoi je dis ça en plaisantant? C'est que vous me dites, c'est pas cohérent. Le charme de la France, c'est que on est contre les règles uniformes en disant c'est totalement absurde, et dès qu'il n'y a pas de règles uniformes, on les demande. Bon, donc oui, je pense qu'il faut passer une étape, mais le plus important, c'est que ma recommandation, c'est d'en mettre. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir un chercheur, un ancien chercheur et professeur titulaire de l'Université d'Ottawa qui a pratiqué plusieurs domaines de la science, qui était financé par une agence nationale, qui a dirigé un laboratoire reconnu internationalement, qui a publié plus de 100 articles dans des revues scientifiques importantes, publié également plusieurs essais de commentaires sociaux. Aujourd'hui, il est également chercheur, toujours chercheur, à l'Association des libertés civiles de l'Ontario. Monsieur Denis Rancourt, bonjour. Bonjour Jean-François. C'est quoi du désir de Justin Trudeau de légiférer contre tous ceux qui auraient un discours différent de l'OMS par rapport à la COVID-19? C'est absolument épouvantable. Je veux dire, de penser qu'on est arrivé là, on perd complètement la liberté d'expression. On perd, et toujours sur les prétextes de nous protéger. Ouais. Toujours ce prétexte que ça peut être endommageant. Moi-même, je me suis fait, en anglais on dit deplatformed, en français c'est censuré si on veut, d'un site scientifique très connu qui est le ResearchGate. Mon article sur les masques, vous voulez parler des masques tantôt, avait été lu 400 000 fois par des chercheurs sur ResearchGate. Wow. Et ils l'ont, sans explication vraiment, ils l'ont enlevé. Et ils m'ont envoyé un petit message en disant « On a enlevé votre article parce qu'on estime qu'il n'est pas scientifique et que ça traite des sujets controversés. » Alors j'ai écrit directement aux dirigeants de la compagnie, puis j'ai dit « Écoutez, c'est une revue de la littérature scientifique dans les journaux scientifiques. Ça ne peut pas être pas scientifique, ce n'est que ça. Et en plus, est-ce que vous êtes en train de me dire que des écrits scientifiques ne peuvent pas traiter des sujets controversés? » Alors là, les deux chefs d'entreprise de cette compagnie m'ont répondu et ils ont dit « Non, finalement, notre vraie raison, si on veut, c'est que votre article était trop lu et on estime que ça pourrait être un danger pour la santé publique de montrer des données ou d'avancer des données qui suggèrent qu'il n'y a pas d'avantage à porter un masque. » Et donc après ça, les médias, heureusement, en ont parlé de cette censure et l'article a été publié dans les médias, dans une média de masse aux États-Unis et a pu être vu de cette façon-là. Et j'ai trouvé un autre site scientifique qui était où je pouvais publier le même article, donc je l'ai mis là, etc. Mais ça montre à quel point l'establishment tient beaucoup au masque. Pour quelle raison, selon vous? Est-ce que c'est justifié? Non, absolument pas. Mes études de la littérature scientifique démontrent de façon non ambiguë qu'il n'y a aucun avantage en termes de réduire le risque d'attraper une maladie virale respiratoire.
OK? Aucune. Donc, il y a eu plusieurs études très sérieuses. En anglais, on appelle ça des randomized control trials avec verified outcome. Alors, ça veut dire qu'on teste vraiment si la personne a été infectée. On ne lui demande pas c'est quoi vos symptômes, quand est-ce que vous avez eu des symptômes. En utilisant des mesures de laboratoire, on établit que la personne a été infectée. Alors, si on prend que des mesures comme ça, où on élimine toute chance de biais dans la mesure, dans l'observation, il y en a eu plusieurs. Et toutes ces études-là n'arrivent pas à déceler un avantage statistiquement valable de porter un masque versus pas en porter un par rapport à l'infection. Ce serait quoi dans ce cas-là les désavantages de porter un masque? Parce que vous êtes au courant, M. Rancourt, comme moi, on a vu dès le départ, l'OMS s'affichait comme quoi que le port du masque n'était pas obligatoire, n'était même pas suggéré pour les personnes en santé. Et depuis quelques semaines, on regarde dans les informations de l'Organisation mondiale de la santé, on semble avoir enlevé complètement les messages qui disaient que le masque était néfaste pour les personnes en santé. Puis aujourd'hui, on semble avoir changé notre fusil d'épaule, puis on encourage fortement, à travers l'OMS et à travers nos gouvernements, le port du masque. Ce serait quoi les désavantages? Mais premièrement, il faut dire que ce changement-là est vraiment surprenant parce que ça fait une décennie que tous les organismes de la santé, à peu près dans tous les pays internationaux, disent qu'ils ne recommandent pas le port du masque dans la population générale. Et souvent, ils vont expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des dangers associés à ça. Et ils vont expliquer ces dangers-là. Il y a des recherches qui montrent le potentiel de ces dangers-là. Bon. Et là, du jour au lendemain, l'OMS change son fusil d'épaule, change complètement sa position. Pensez-vous que c'est des moyens de pression de l'élite mondiale en haut qui subventionnent à coups de millions de dollars l'OMS? Bien, personne m'a informé là-dessus. Je ne sais pas. Mais de toute évidence, ça a été une décision politique. Ça a été une décision qui n'avait rien à faire avec la médecine. Ou la science. Ou la science. C'était politique et ça a des grandes répercussions. Et ça montre à quel point l'élite tient à ce que la population soit convaincue du bénéfice du masque. OK? Puis là, on peut se poser la question pourquoi. Il y a des dangers associés au masque. OK? Il y a l'OMS elle-même, tout en recommandant l'utilisation des masques dans la population générale, dit, mais par contre, il faut tenir compte du fait qu'il y a des vrais dangers qui sont potentiels, puis les énumère. Au Japon, en Corée, en Chine et au Vietnam, les masques médicaux font depuis longtemps partie de la vie quotidienne. Même les bébés en portent. Il semble que la raison la plus évidente soit de ne pas attraper un rhume. Et à l'origine, c'était bien le cas. Le port d'un masque offre une protection contre les germes, même si certains spécialistes affirment que les virus n'ont aucun mal à les traverser. Mais la raison actuelle est que les gens qui sont déjà malades font tout pour ne pas contaminer les autres. Les Japonais, en particulier, n'ont pas l'habitude de manquer des journées de travail, même s'ils ne se sentent pas bien. Lorsqu'on est malade, on laisse inévitablement une traînée de germes derrière soi, où que l'on aille. Sur les sièges des transports en commun, les poignées de porte et les rampes. C'est pourquoi porter un masque est un geste altruiste. Si l'on se sent malade, on n'est pas censé mettre tout le monde autour de soi en danger. Cela fait partie de la mentalité asiatique. Pendant les épidémies de grippe de la saison froide, la moitié des Asiatiques, hommes, femmes et enfants, portent un masque. Moins les gens tombent malades, moins l'épidémie se propagera et plus vite elle prendra fin. Une autre raison importante est la pollution de l'air. Les villes industrialisées et les millions de véhicules ne contribuent pas vraiment à un air pur. Si tu conduis un scooter, il y en a des millions au Vietnam et en Chine, tu voudras certainement porter un masque. Il protège non seulement de la poussière et des émissions nocives, mais aussi de toutes sortes d'insectes volants qui frappent ton visage à grande vitesse. Les masques sont également efficaces contre les allergies. La fin du mois de février est le début de la saison des allergies au Japon. Le pollen se propage dans tout le pays pendant plusieurs mois, jusqu'à fin mai, et rend la vie difficile à ceux qui y sont sensibles. Les yeux rouges, le nez qui coule et les démangeaisons sont les symptômes les plus inoffensifs des allergies. Pas étonnant que les gens n'enlèvent jamais leur masque dans la rue au printemps. Dans certains pays asiatiques, où les hivers peuvent être rigoureux, les masques peuvent aussi aider à protéger le visage. Un autre avantage des masques pour les femmes est qu'ils cachent leur visage si elles n'ont pas eu le temps de se maquiller. Avec du mascara et avec un masque, elles ont l'air parfaitement apprêtées. De même, les hommes qui n'ont pas eu le temps de se raser peuvent aussi le cacher sous un masque. Pratique, n'est-ce pas ?
Les Asiatiques portent des masques si souvent que ceux-ci font désormais partie de leur garde-robe. Les jeunes essaient de choisir une couleur et une forme de masque assortie à leur tenue. Les fabricants les produisent en tant qu'accessoires de mode dans différentes teintes et matériaux. Et les designers asiatiques les considèrent comme un élément de la smoke couture. Une autre explication de la popularité des masques en Asie de l'Est est qu'ils aident à masquer les émotions. Si tu ne souhaites pas partager ta tristesse ou ta joie avec les autres, un masque les dissimulera parfaitement. Mais vous voyez, dans cette stratégie qui est on teste, on détecte, on traite, le monde n'est pas égal. C'est-à-dire ceux qui courent le plus vite dans le monde, c'est plus les mêmes. On l'a dit, on est en train de voir un renversement de la puissance scientifique, technologique et intellectuelle vers l'Extrême-Orient. Et on voit que ceux qui ont fait le plus, c'est les Chinois, la Corée. Vous voyez, la Corée, c'est une population inférieure à la nôtre. Vous voyez le nombre de tests qu'ils ont fait. Et quand vous voyez, vous allez voir, ça c'est le nombre de tests qui étaient référés jusqu'aux alentours du 13 mars, qui sont incomplètes. Mais vous voyez, on rapportait qu'en France, il y a eu 6600 tests en prenant le 5 mars. La diapositive suivante, si vous regardez, donc la proportion de tests qui est faite par million d'habitants, vous voyez où est la France. On a pris une stratégie qui n'est pas la stratégie du reste du monde technologique, d'accord, qui est très basse. C'est de très peu tester. Depuis le début, pour des multiples raisons, l'idée que ça devait se faire dans les centres de référence, alors que c'est de la PCR banale que tout le monde est capable de faire. La question, c'est l'organisation de ça. La seule chose dont on est démontré que ça marchait, c'est le lavage des mains. C'est la seule chose qui a été démontrée. D'accord, ça c'est démontré. La protection dans les familles, pour l'extérieur, ça fait diminuer de manière significative la contamination. Ça a été démontré avec des vraies études de qualité scientifique. Le port du masque, la seule chose qui a été démontrée, c'est pour les médecins qui soignent les patients infectés, c'est le port du masque pour les patients infectés et pour les médecins, c'est-à-dire les gens qui sont dans la proximité immédiate. Il est raisonnable de penser que quelqu'un qui tousse et qui éternue porte un masque de manière à ce qu'il ne le diffuse pas, mais en réalité, bien entendu, les gens qui toussent et qui éternuent se mettent les mains devant la bouche ou devant le nez, ou se touchent le nez et la bouche, et après les eux sont sur les mains, et ça peut être transporté par les mains. Donc pour se protéger en général, le mieux c'est de se laver les mains 10 fois par jour ou se passer de l'alcool sur les mains. C'est comme ça qu'on se protège le mieux, et ça, c'est démontré, il y a des études qui montrent ça sur le terrain, ça c'est vraiment efficace. On est dans une espèce de monde de fou où on pense qu'on peut créer un environnement stérile dans un environnement réel qui est plein de pathogènes. Les biologistes disent il y a de tout partout. Moi, j'ai eu l'habitude de l'entendre en anglais, là, there is everything everywhere. Et ça, c'est vrai. Et c'est quasiment impossible de vivre dans un environnement stérile. Et même dans un milieu hospitalier où on met des personnes à risque en les ouvrant pour faire des opérations, etc., c'est essentiellement impossible d'empêcher qu'il y ait des infections, puis tout ça. Il faut essayer d'accompagner la personne, les mettre dans des conditions où ils vont guérir, utiliser des méthodes d'intervention quand il y a infection, mais vraiment prévenir par la stérilité, c'est quasiment impossible. Il y a évidemment tout le risque associé au mauvais port du masque. Par exemple, un port de masque nécessite qu'à chaque fois vous mettiez vos mains à votre visage. Donc en principe, avant de mettre un masque, vous devez vous frictionner les mains, ensuite vous mettez votre masque, ensuite vous ne retouchez pas votre masque, et ça c'est pas toujours facile, puis ensuite quand vous enlevez votre masque, vous devez soit le jeter lorsqu'il a été sali de manière considérable ou lorsqu'il a été détruit, et vous devez vous frictionner les mains puisque vous avez porté vos mains à votre visage. Donc ça, c'est quand même une éducation au port de masque. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas généraliser le masque comme cela, parce qu'il faut bien que ce port de masque ne soit pas associé à un risque augmenté pour la population. Donc, il y a toutes ces choses à considérer. Je veux dire, c'est tellement compliqué comment notre système évolue et notre coexistence avec ces virus, d'intervenir dans une absence presque totale de connaissances, même si on pense qu'on est très savant, c'est peut-être pas une bonne idée. D'autant plus, du coup, que d'après ce que vous avez découvert, d'après les résultats et les données qu'on peut trouver de la part des gouvernements, il n'y a même pas de surmortalité globale, toutes causes confondues, pour la saison. Il n'y a pas un signal qui
est statistiquement hors norme. Mhm. Il n'y a pas eu un virus qui est mortel hors norme. Mhm. Il n'y a pas eu une variété, un pathogène qui est plus dangereux que la norme l'hiver. Un point, c'est tout. Ça, les données sont claires. C'est non ambigu et c'est des données robustes. Alors, n'importe quel gouvernement qui parle comme si on était dans un danger imminent dû à un nouveau virus, eh bien, c'est essayer de générer la peur et la panique. Et c'est irresponsable et c'est faux. Ok, donc à la fois, on est dans l'exagération des mesures qui ont été prises face à ce, entre guillemets, nouveau virus, qui ont été extrêmement problématiques parce qu'elles ont généré une surmortalité sur un temps très court, juste après l'annonce par l'OMS de la pandémie. Et en plus de ça, on est dans l'exagération du coup des chiffres aussi, puisque en réalité, l'épidémie saisonnière virale respiratoire n'a pas tué plus. Donc on est vraiment dans une double exagération. Mais en plus de ça, à cause de ces, ou grâce à ces exagérations qui font peur à tout le monde, on permet de prendre des mesures liberticides d'une part et fausses d'autre part en termes de santé pour soi-disant enrayer cette épidémie. Et notamment, on a parlé ensemble des masques et il y a eu quelque chose de très intéressant qui s'est passé. Pendant très longtemps, l'OMS n'a pas recommandé, donc l'Organisation mondiale de la santé n'a pas recommandé au public de porter des masques parce qu'on n'avait pas de preuve de l'intérêt de porter des masques. Et il y a eu un revirement de situation début juin où tout d'un coup l'OMS s'est mise à recommander le port du masque dans les pays qui étaient infectés entre guillemets et où les distanciations sociales n'étaient pas possibles. Alors ça vous a fait réagir et j'aimerais avoir votre opinion sur ce sujet et du coup en savoir un peu plus aussi sur cette lettre ouverte à l'OMS que vous avez écrite il n'y a pas longtemps, il y a une semaine à peu près. Oui, je suis co-auteur de cette lettre avec le directeur général de la Ontario Civil Liberties Association et nous avons écrit conjointement donc à l'OMS pour dire, écoutez, on a fait une revue détaillée de la littérature scientifique, voici les résultats. Il y a aucune raison, il n'y a aucune base scientifique de dire que les masques dans la population générale, ça peut aider. Et il y a un grand potentiel de danger de faire une telle recommandation. Donc, c'est dangereux ce que vous faites, c'est responsable et ce n'est pas basé sur la science. Alors, c'est une lettre de 9 pages où on détaille ça et je suis très heureux qu'elle a été traduite en français pour le monde francophone. Et puis, on explique d'abord qu'il n'y a rien dans la science qui appuie cette situation-là. On explique que même l'OMS admet qu'il y a un danger parce que le masque devient capteur de pathogènes et de substances pendant toute une journée. Et donc, il y a une concentration de ces pathogènes près du visage et on peut toucher ce masque, le manipuler, quelqu'un d'autre peut le toucher, etc. Donc, il y a des dangers potentiels, même s'ils n'ont pas été démontrés, associés à ça, à la transmission par le contact, quand pendant longtemps on respire et donc on concentre ces particules-là. Il y a toutes sortes de dangers. On a fait une grande liste des dangers potentiels. Il y a aussi un affront à la liberté civile. Parce qu'il y a quelque chose de fondamental dans la société, c'est le fait que l'individu a un droit fondamental de déterminer pour lui-même le risque par rapport à son corps et à son action dans le monde. Évaluer le risque, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose qui dépend de notre personnalité, de notre culture, de nos circonstances précises, de notre santé, etc. L'évaluation du risque, c'est une activité très personnelle et quand le gouvernement nous impose son évaluation du risque, c'est une imposition autoritaire qui, en plus, dans ce cas-ci, n'est pas basé sur un élément scientifique quelconque. Alors, c'est purement appliquer une autorité qui va directement au cœur d'une liberté personnelle fondamentale. Parce qu'on détermine pour nous-mêmes le risque à savoir si on va sortir dehors.
à savoir si on va marcher sur le trottoir, si on va accepter un traitement, si on va s'habiller d'une certaine façon, se montrer d'une certaine façon. Il y a un risque associé à ça. On évalue ces risques-là pour nous-mêmes et c'est comme ça qu'on vit notre vie. Si maintenant un gouvernement commence à nous imposer des risques par rapport à des actes précis, nous impose des choses, c'est vraiment briser avec cette liberté fondamentale et c'est très dangereux. On va vers un état totalitaire. Le masque, ça peut être une fausse sécurité si on l'utilise mal. C'est pas si simple que ça, à l'usage au quotidien. Donc ça, c'est la boîte, ça c'est ce qu'on appelle des masques chirurgicaux. Ça c'est des masques chirurgicaux, des masques de soins tout simples. On peut aussi utiliser des masques en tissu qui seront fabriqués de façon industrielle ou artisanale. Il y a une arête ici qui va nous permettre de l'ajuster sur le nez. Et puis il y a un sens qui est l'extérieur et l'intérieur. Il est plus foncé vers l'extérieur que vers l'intérieur. Et puis il y a le petit logo qui est là. Donc on sait dans quel sens il faut le mettre. Si vous le sentez, c'est plus dur. Il y a une espèce de petite arête qui va permettre. Et il y en a que. Et là, il est tout mou. Voilà. Donc ce qui est important, c'est que c'est celle du haut, c'est ce qu'on met vers le nez. Voilà, vers le nez. Vers le nez. Donc on prend ces élastiques, on les met derrière les oreilles. Et on va ajuster son masque. Alors ce qu'il faut, c'est bien le tirer. Et puis quand on veut l'ajuster, le mieux c'est de l'ajuster avec ses deux doigts. Vous faites comme ça. On va plier l'arête au niveau du nez. Si on le fait autrement, si on le fait comme ça, ce qu'on risque de faire, c'est faire un trou d'air ici. Alors, si on le fait comme ça. Normalement, il faut plutôt l'ajuster comme ça. Donc, une fois qu'on l'a mis, on peut revenir après, mais une fois qu'on l'a mis, il ne faut plus jamais le toucher. Quand on l'enlève avec les petits élastiques. Jamais on va le prendre là. Pourquoi jamais on va le prendre là? Parce que, évidemment, les gouttelettes, si vous voulez protéger des gouttelettes avec le virus, elles vont arriver directement sur votre face externe du masque. Donc cette zone-là, elle est contaminée. Donc il ne faut jamais mettre sa main sur son masque. Et en tout cas pas sur la face externe. Donc quand on l'enlève, on le prend par les élastiques, on le met dans la poubelle. Ce que font les gens facilement, c'est de prendre leur masque. Alors le mien il est propre, il n'a pas de virus puisqu'on n'a pas de malade. C'est de faire ça. Et ça c'est une catastrophe. Alors évidemment, on peut imaginer qu'ils se soient lavés les mains correctement. J'en doute, mais on peut imaginer, ils vont ensuite le remettre comme ça. Donc là, ils se sont à nouveau contaminés les mains. On peut aussi ensuite imaginer qu'ils se relavent les mains. Mais le problème, c'est cette zone-là. Quand vous faites ça, et qu'ensuite vous parlez à quelqu'un, vous êtes contaminé, toute la zone qui est ici. Et donc vous allez vous toucher, etc. Un jour, vous allez enlever votre masque, mais le virus, lui, eh bien, il est resté. Alors après, il faut boire, manger, etc. C'est pas très facile parce que je vous ai dit tout à l'heure que normalement un masque, quand ça s'enlève, on le jette. Alors, on peut trouver des astuces. Alors, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement le prendre comme ça, puis boire sa bouteille, et puis essayer de le remettre. Alors, il faut être assez pro quand même. Il faut s'entraîner pour le remettre, parce que c'est pas très facile quand même de le remettre. Comme ça. Mais on peut imaginer faire ça. Ce qui va être difficile pour les gens, c'est de manger. Parce qu'ils ne vont pas avoir, comme on a dans les services, plein de masques. Donc ce masque-là, quand vous voulez manger, il faut en faire quelque chose. Alors après, on peut tout inventer. J'espère qu'il y a des gens qui vont inventer des choses pour pouvoir garder son masque. Ça ressemble un peu comme un petit sac à main. Il ne faut surtout pas toucher cette zone-là, qui est la zone contaminée. Donc ça, très important. Mais surtout pas le mettre dans sa poche. Parce que si vous le mettez dans votre poche, vous avez plein de virus que dans la poche. Et là, par exemple, si ce masque-là, je le pose sur la table, je mange, sur la table. Faut plus le remettre. Voilà, normalement, il ne faut plus le remettre. Mais ça ne va pas être possible parce que sinon, vous avez besoin d'un nombre considérable de masques dans une journée. C'est ce qui se passe dans les services hospitaliers, qui bien sûr ont des masques parce que les patients sont très contaminants. On peut espérer que quand même dans votre journée, vous n'allez pas rencontrer beaucoup de malades et que vous allez garder votre distance. Donc, ce qu'on ne peut pas faire, c'est garder nos distances avec le patient parce qu'il faut bien soigner, mais vous allez garder votre distance et espérer pour ne pas contaminer justement la face externe de votre masque. Au cas où c'est contaminé, vous faites quand même attention de ne pas faire une faute et de toucher cette zone qui est absolument sale. Ce masque, il vit 4 heures au maximum, et si vous avez parlé beaucoup, votre masque va devenir humide, et une fois qu'il est humide, normalement il faut le changer, même si vous ne l'avez pas gardé 4 heures, parce que la capacité ensuite d'arrêter le virus, elle est plus bonne quand le masque est humide. La seule façon de faire, c'est de se dire que je vais essayer de contaminer le moins possible mon masque et de rester à distance déjà. Parce que au moins, si je fais une faute, si je me trompe, si je me touche le visage, peut-être que j'ai pas trop de virus sur mon masque.
Et si je me lave régulièrement les mains, je peux espérer pas se contaminer. Mais sinon, ça peut être une source de contamination majeure. Mais je me dis justement, si on en fait une mauvaise utilisation, est-ce que finalement on va pas contaminer plus de personnes que l'inverse? C'est pas ça le risque, parce que là, C'est un risque. C'est un risque. Démontré comme ça, on voit bien les limites du masque. C'est pas la solution idéale. La solution idéale, c'était à distance d'1 mètre de gens. Et qu'est-ce que ça raconte de notre société, cette masse de personnes qui aujourd'hui sort avec un masque alors qu'il n'y a aucune raison valable de sortir avec un masque d'un point de vue sanitaire? Mais c'est des personnes qui croient en l'autorité de ce qu'on leur dit et qui veulent bien faire et qui veulent faire comme les autres aussi. Ils sont en société, puis ils n'osent pas être la personne qui contredit cette bonne façon de faire. Mais il y a un danger quand l'État impose une règle qui n'est pas basée sur la science et qui n'a pas vraiment une raison d'être, et qu'on accepte cette règle-là pour des raisons d'autorité, puis pour des raisons autres que des bonnes raisons, et des règles qui changent carrément notre comportement. Le danger, c'est qu'on s'habitue à accepter des règles via le processus de l'autorité, et donc ça nous rapproche petit à petit d'un État totalitaire. Dans cette marche lente vers l'État totalitaire, ben ça nous entraîne là-dedans. Et ça, c'est un effet réel que je crois. Il y a eu des études scientifiques qui ont parlé de ça, et je crois que c'est un vrai phénomène. La société a beaucoup tendance, en se développant, c'est une hiérarchie de dominance, et on a tendance à drifter, on dit en anglais, vers un État totalitaire, et il faut se battre pour ramener les choses un peu de temps en temps. Mais donc, je pense que d'accepter des règles comme ça, sans raison, ça va dans ce sens-là. Et ça, c'est un vrai danger de société, je crois. Donc, artificiellement, quelque part, du fait de politiques inadaptées, on a créé un pic de mortalité sur une période assez courte. À certains endroits où on a appliqué ces politiques absolument néfastes, absolument horribles. Par exemple, j'ai le graphique ici pour l'Angleterre et Wales, où on voit d'une saison à l'autre, l'air sous le pic, c'est la mortalité totale pour la saison en question. Et récemment, il y a eu ce grand pic. Il n'y a pas plus de morts. L'air total est à peu près la même. OK? Et s'il y a eu plus de morts, c'est parce qu'on les a stressés, puis que les personnes qui ne seraient peut-être pas mortes sont mortes à cause de leur niveau de stress, le dommage qu'on a fait à leur système immunitaire, en chambardant leur vie, etc. Mais c'est un petit effet. En gros, il n'y a pas eu plus de morts. Ce n'est pas une pandémie qui a créé plus de mortalité intégrée qu'il y a toujours avec chaque saison. D'accord. Donc, statistiquement, en prenant un peu de recul, il n'y a pas de surmortalité par rapport à d'habitude. C'est ça. Je veux dire, c'est même pas statistique, c'est des vrais chiffres solides. On peut, sur chaque saison, intégrée sur une année, on peut regarder les excédents des morts, toutes causes, et on voit que ça tombe dans la norme. Il y a eu localement des endroits où il y avait plus de morts, où on les tuait, ou dans des localités où on avait des politiques aberrantes, là. Mais en gros, il n'y avait pas des gens morts dans les rues, il n'y avait pas des morts qui étaient trop pleines, il n'y avait rien de ça. Ok. Bon, donc du coup, c'est comme ça qu'on peut rassurer ces personnes, c'est que malgré tout le tapage médiatique, finalement, il n'y a pas de surmortalité inhabituelle. Ben, moi, je ne sais pas si on peut rassurer ces personnes-là. J'espère qu'elles vont aller au bout de leur peur, que ça va tellement les stresser, puis que finalement, ils vont être obligés d'abandonner et réaliser qu'ils ne sont pas mortes, et puis qu'il faut continuer, puis qu'il y a quelque chose de psychologique qui se passe là, mais c'est tellement pas rationnel, cette peur, et c'est tellement basé juste sur ce qu'on a entendu. Ça me fait penser un peu à des babouins dans la jungle qui se promènent en troupe, et il y en a un qui voit une espèce de
Prédateur? remue là et qui pense que c'est peut-être un lion tueur de babouins et qui se met à crier et qui court vers les arbres et que tout le monde se met à crier et court vers les arbres. Il monte dans les arbres, il dépense beaucoup d'énergie, il reste dans les arbres longtemps jusqu'à temps qu'ils ont observé assez longtemps, ils n'ont pas vu de lion, ils n'ont pas vu de danger, puis là, lentement, ils vont redescendre. Jusqu'à la prochaine fois où quelqu'un va s'énerver, va recrier, et puis il va se passer un peu la même chose. Je veux dire, on est des animaux sociaux dans une hiérarchie de dominance. On se comporte comme ça. C'est difficile de raisonner les gens quand ils sont en train de réagir à un cri et puis qu'ils veulent juste courir dans l'arbre. Ok, je trouve que cette image est très parlante en tout cas. Merci. Ok. Alors, juste pour finir maintenant, qu'est-ce que vous conseilleriez donc à toutes ces personnes qui ont été paniquées pendant plusieurs mois avec le confinement, qui ont vu chaque jour le chiffre des morts augmenter, qui ont entendu toutes ces recommandations de faire ces gestes barrières, d'éviter les autres, de s'isoler, de se laver les mains avec du gel hydroalcoolique, de mettre un masque, etc. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes? Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui a été paniqué par des choses qu'ils ont entendues à la télé ou à l'Internet? Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui ressent une panique ou une peur simplement parce que le gouvernement énonce des choses et dit que les autorités de santé ont dit telle ou telle chose et ne se base pas sur son bon sens, sur son expérience personnelle, sur son vécu, où il a vécu plusieurs saisons, où il a eu ce type de maladie et il ne se pose pas la question, mais si on dit que c'est une maladie grave, combien de personnes de plus que normal sont mortes? Est-ce que je peux avoir ce chiffre? Dites-moi pas combien de personnes vous avez analysé pour détecter cette chose-là avec un test que je ne comprends pas. Dites-moi si vraiment il y a plus de monde qui meurt. Et quand on pose cette question-là, la réponse est très claire. Et je pourrais vous montrer un autre graphique, par exemple. Ça, c'est mortalité toute cause en fonction du temps en Europe, pour toute l'Europe. Et on voit ici le pic récent, c'est le pic COVID, mais il est beaucoup plus fin que les autres. L'air sous les pics, en fonction du temps, et on peut aller beaucoup plus loin, est toujours à peu près le même. Hein? Il n'y a pas plus de monde qui meurt. Et ce pic très fin, on peut le comprendre. Il a eu lieu à New York, dans la ville de New York. Il a eu lieu en Angleterre. Et il y a plein d'États, des grands États où il n'y a pas un tel pic. Il n'y a rien qui se passe. Par exemple, je peux vous montrer la Californie qui a une population plus grande que le Canada. Et puis, il n'y a aucun pic ici qui serait dû à la COVID. Et les lignes rouges que je mets, c'est là où on a annoncé que c'était une pandémie. À partir de là, tout le monde voyait le COVID partout. Le pic en question, il est dû, on comprend maintenant, il est dû au fait que beaucoup de juridictions ont envoyé leurs malades qui étaient en hôpital dans des centres pour personnes âgées, dans des centres de santé autres que les hôpitaux, pour libérer les hôpitaux en préparation pour une épidémie qui n'a jamais eu, et donc, ou qui a à peu près jamais eu. Donc, ils ont, de façon accélérée, infecté des institutions entières pleines de personnes très vulnérables. Et donc, il y a eu une montée très rapide de mortalité. Et donc, c'est très spectaculaire à New York, etc. Et c'est dû à ces méthodes de fonctionner. En plus, aux États-Unis, on traitait les plus malades avec des ventilateurs mécaniques. Et il y a une étude scientifique rigoureuse qui a démontré que ces ventilateurs tuaient les personnes sur lesquelles on leur imposait ça. So, il y a eu des décès accélérés dus aux politiques de réaction à une soi-disant pandémie, mais il n'y a pas eu en total plus de morts qu'il y a typiquement à toutes les saisons dues à ce type de maladie. Là, on nous impose qu'on ne peut pas rentrer dans des commerces parce qu'on refuse de mettre ce symbole d'obéissance qui est le masque. Alors, c'est l'occasion parfaite, c'est des circonstances qui sont telles que la désobéissance civile a une chance de fonctionner. Et je pense que c'est en montrant qu'on n'accepte pas cette autorité qui n'est pas légitime parce qu'elle n'est pas basée sur la science et sur un vrai danger,
c'est l'occasion de démontrer qu'on n'accepte pas ça. Et au début, c'est lent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont être de notre côté. Et même des voyageurs dans les autobus vont nous agresser parce que nous, on refuse de mettre des masques. C'est typique, ça. C'est typique des premières réactions. Mais à la longue, si on continue, je pense que ça pourrait créer une plus grande ouverture d'esprit et une plus grande conscience dans la population générale. Je soupèse chaque sentiment pour éviter tous les trous dans mon temps. Pourquoi tu me demandes si je te comprends alors que quand je te parle tu ne m'entends? La solitude est dans la rue, dans mon vécu, point de refuge. Je suis têtu bien que perdu. Les faux semblants, les faux amants, les faux amis, les fausses nouvelles. Mon esprit s'affaiblit. Alors je joue le jour de l'amour contre la nuit, son compte à rebours. Alors je passe mon tour, mes amis, je vous le dis sans détour. Nos actions et nos pensées sont pour de vrai. La peur du vrai, le vrai n'a pas peur. Aveuglé par la lumière diffusée par l'écran, le vide remplit peu à peu mon néant. Des instants se répètent indéfiniment, un monde tournéant juste pour les brillants.